quand même tout d'abord un petit mot pour Judith. C'était en mars 1989. Pardon. Un petit mot d'abord pour Judith, parce qu'on m'a demandé de faire une intervention pour Johannes. Un petit mot rapide pour Judith. C'était en 1989, en mars. On s'est connus, je ne sais pas si tu te rappelles, mais sans doute certainement, parce que c'était un événement assez important pour moi en tout cas. À la foire du livre, non pas pour présenter un livre, mais pour expulser de la foire du livre un stand négationniste qui avait été tenu par des néo-nazis et qui vendait notamment des livres révisionnistes, négationnistes et en plus les aquarelles d'Adolf Hitler. Après une intervention de Judith, avec d'autres, Maxime Steinberg si je me souviens bien, Serge Noël qui était un dirigeant antiraciste et qui est toujours actif aujourd'hui, après son intervention, le public est monté à l'étage du dessus où se trouvait le stand négationniste. Et malgré la décision des organisateurs de le maintenir, on a été tous ensemble devant et ils ont dû quitter les lieux manu militari. Alors pour Johannes, avant de mon intervention, je te le donnerai tout à l'heure, ça fait déjà depuis le mois de septembre que je dois te le donner, dont le livre coécrit par ma grand-mère sur la guerre civile espagnole et les témoignages d'enfants espagnols. Tu avais interviewé ma grand-mère et lors de son enterrement, nous avons diffusé cette interview, ce qui nous a permis, malgré ce moment difficile, de rigoler et de rire de cette interview qui était une joute oratoire entre toi et ma grand-mère, mémorable. Alors, Johannes, même si j'ai appris par regard que notre pays lui avait accordé la nationalité belge, mais bon, il a plus vécu en Belgique qu'en Allemagne, Johannes Blum est un Allemand à contre-courant. Un Allemand qui nous permet aussi, d'une autre façon, de comprendre le terrible drame européen contemporain. Un drame qui le fut pour des millions de non-Allemands, mais également pour des millions d'Allemands, démocrates, anti-nazis, antiracistes. Ces Allemands, juifs, catholiques, protestants, non-croyants, communistes, socialistes et libéraux, qui furent les premières victimes du nazisme. Johannes Blum est un Allemand qui nous permet de refuser de tomber, à notre tour, dans le piège enfermant des stéréotypes et des préjugés, des replis mentaux conduisant, dans la plupart des cas, dans la voie sans issue du racisme. Enfant d'un enfant caché, petit-fils de réfugiés polonais et espagnols ayant trouvé une terre d'exil en Belgique, la tolérance et le rejet de tous les racismes ont été le fil rouge de notre éducation. De celle-ci, nous avons appris à ne pas détester l'Allemagne et les Allemands, malgré Hitler, malgré le génocide. Nous avons appris qu'il fallait rencontrer et dialoguer avec tous les survivants du nazisme, allemands compris. Johannes Blum en est un. Pour terminer mon intervention, permettez-moi de faire une citation adaptée au Mensch Johannes Blum et inspirée du poème « Je n'ai rien dit ». Quand ils sont venus chercher les communistes, j'ai dit « je suis communiste ». Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, j'ai dit « je suis syndicaliste ». Quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai dit « je suis juif ». Quand ils sont venus chercher les catholiques, j'ai dit « je suis catholique ». Et puis ils sont venus me chercher, j'ai dit « je suis Johannes Blum ». Et il restait tout le monde pour protester et résister. C'est la leçon de vie que nous enseigne Johannes Blum. Merci. Puisque Manuel Abramovitch rappelait l'épisode de 1989, permettez-moi aussi d'ajouter que 10 ans plus tard, lorsque en Autriche l'extrême droite est arrivée au pouvoir, Judith Kronfeld, en tant que directrice du CCOJV, mais également en tant que démocrate, humaniste, a également joué un rôle extrêmement important dans la mobilisation en Belgique et à Bruxelles et dans les manifestations nationales qui ont été organisées à ce moment-là, dans les années 99-2000. Alors, un des derniers grands combats de la communauté juive en ce qui concerne la mémoire de la Shoah fut évidemment celui des restitutions des biens juifs spoliés. Et Judith Kronfeld y a participé activement, et par ailleurs avec une détermination que tous les acteurs impliqués reconnaissent sans peine. Pour évoquer ce combat difficile et long, j'appelle Lucien Beuys,
ancien grand maréchal de la Cour et également président des deux commissions dites Beuys sur les restitutions des biens juifs spoliés. Bonsoir Judith. Rassure-toi, je n'ai reçu que 4 minutes pour ne pas tout dire. Je vais faire une sélection entre ce que je veux absolument dire et le restant est, excusez-moi, cher public, et privé. Okay. Alors voilà, je t'ai rencontré la première fois lors du début des travaux de la seconde commission dédommagement. Tu étais à l'époque la directrice de la commission nationale, communauté juive, pour la restitution, et tu avais réuni tes membres dans un local à l'ULB, et tu m'avais convoqué, c'est bien le mot. Ensuite, par une grande erreur et une bêtise de ma part, réunion à 17h comme aujourd'hui, j'arrive avec un petit retard, 3 quarts d'heure. Je me dis, bon, je vais en faire rattraper. Je vais avoir un accueil et la science. Non, la présidente de la réunion, Judith, se lève, vient m'accueillir. Apparemment, j'espère sincèrement, heureuse de me voir arriver quand même. La réunion que nous avons ce jour-là n'était pas la meilleure dans ma carrière. Elle était dure et je quittais la salle à partir d'aujourd'hui en me disant j'aurais affaire à une dure partie. Or, ce n'est pas vrai. Les premières impressions sont parfois extrêmement trompeuses. J'ai découvert très rapidement d'ailleurs, une Judith Kornfeld, honnête, ferme dans sa conviction, rationnelle, un peu tenace. Ça arrivait aussi. Mais en tout état de cause, c'est une dame à laquelle il y avait moyen de parler, de négocier, d'arriver à des compromis, à s'entendre. Parce que finalement, on voulait la même chose, elle plus que moi. Okay. C'était son métier. Je veux simplement dire que dans ces conversations, jamais, à aucun moment, je n'ai vécu une Judith Kornfeld qui élevait le ton, avait un éclat de mots, n'avait jamais de passion apparente. Apparente, ok, ça va. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait à quelle mesure la coopération entre les deux commissions, la sienne, la grande C, et la mienne, petit C, a été étroite tout le temps, pendant tout le parcours de cette période 2001-2008. C'est grâce à Judith qui nous a convaincus, pour citer un seul point, que le dédommagement que nous devions réaliser dans toute la mesure du possible devait absolument inclure un dédommagement pour le mobilier. Expliquer que des gens qui reviennent, avaient la chance de revenir d'un camp, revenaient d'exil à l'étranger ou n'importe où, aux Ardennes, que ces gens-là, la première choc en retour, était de trouver cet appartement vide, mais alors vraiment vide, pas une épingle, un papier, un jouet, un photo, rien. Bon, on a essayé de tenir compte de cela. J'en ai d'autres, nous avons continué à travailler ensemble dans le contexte notamment de l'initiative 3000. Il y avait des contacts continuels entre deux secrétariats, une zone de recherche commune, d'ayant droit, de biens, vraiment dans une confidentialité complète. Et alors difficile à comprendre que cette confiance, cette coopération a mené à ce que finalement, et je suis fier de cela, Judith, que tu m'as pris comme un ami, et non pas comme un collaborateur, dans le bon sens du mot. Je voulais seulement terminer en disant, Judith, pour te tranquilliser, on ne m'a pas payé aujourd'hui pour venir ici dire des éloges. Je ne dois pas lire ici, je l'ai pourtant, un acte de béatification.
il y a un autre aspect. La première fois que j'ai rencontré Judith dans son bureau de directrice avec de Pétio, je me disais, bon, directrice, attention, il doit y avoir un vaste bureau, mobilier riche, 2-3 téléphones sur le pupitre. Quelle déception quand j'entrais, mes amis. Il y avait du tout, mais surtout papier, notes, dossiers, fardes. Je n'ai jamais compris, et maintenant encore, je ne comprends pas quel était l'ordre fondamentalement logique qui était en dessous de cet désordre que comprenait Judith. Donc voilà, je voulais te dire, non, je vais terminer. On a dit tantôt que tu vas t'occuper, plutôt quitter la scène publique. D'abord, c'est pas vrai ça. Pour 2 raisons. D'abord, tu as trop de l'atome, le microbe, de l'empathie pour les autres, de l'aide aux autres, le microbe de recherche de justice, d'attachement à ta communauté, pour laquelle tu as fait des choses. Et 2, tu ne quitteras pas la scène publique. Tu n'as jamais voulu occuper. Si tu étais quelque part à une des manifestations, tout le monde parlait, celui-ci par exemple, mais jamais Judith. Donc, quoi qu'il arrive, laisse-moi dire 2 choses. D'abord, merci beaucoup pour la collaboration à l'époque, pour l'amitié que nous avons développée ensemble, et j'espère qu'elle durera longtemps. On ne se quittera pas, ça verra encore. Et permets-moi de dire en même temps, d'exprimer en même temps tout mon respect à l'égard de ta chère maman. Bonne soirée. Il ne suffit pas de collecter des témoignages, encore faut-il parvenir à les conserver pour les rendre exploitables par les générations futures. Johannes Blum a dû frapper aux portes de nombreuses institutions avant de trouver celui qu'il cherchait. Ward Adriaens est le premier directeur du musée de la résistance et de la déportation de Malines. Il est aussi le premier à avoir pris conscience de la valeur de ce minutieux travail. Je l'invite à venir prendre la parole. Chers amis, je suis flamand, mais je me soigne. Donc, n'ayez contre moi le cœur endurci si je me trompe ici et là. Mais de toute façon, il reste un fait que évoquer en 4 minutes Johannes Blum, ça c'est l'exercice que les Américains appellent « kill your babies ». Du moment qu'on énonce quelque chose, on oublie une autre. Mais de toute façon, Johannes, cher Johannes et Anne, chaque fois que j'entends ton nom, Johannes Blum, ça évoque chez moi le coquelicot, la fleur des anciens combattants. J'ai fait ta connaissance fin des années 90, quand j'étais jeune directeur du musée juif de la déportation. Avec Nathan Ramet, nous avons créé ce musée avec la mission de créer un centre de documentation. Et j'étais à l'époque franchement étonné, même voire choqué, de voir l'état dont se trouvaient les archives à l'époque. Il y avait des nids d'oiseaux sur certains fardes, d'autres fonds d'archives se trouvaient sur un escalier où on avait dispersé chaque fiche qu'on avait sortie sans la remettre dans sa boîte. Il y avait un grenier humide, il y avait des fichiers dont les descendants pouvaient puiser à leur guise les cartons et les prendre avec, etc. Heureusement, cette situation maintenant s'est terminée. Depuis lors, et c'était autant choquant de plus qu'une autre source capitale, les témoignages des acteurs et ou victimes, dont plusieurs étaient, il y a 20 années d'ici, encore en vie, n'étaient pas non plus considérés comme il se devait.
il y avait des historiens, même des professeurs d'histoire qui considéraient un interview comme du journalisme et rarement comme source d'histoire, source complémentaire d'histoire, source valide. Et de toute façon, il s'agissait pas des sources sur un fait divers folklorique quelque part, non, il s'agissait ici de documenter un événement majeur et sans précédent dans l'histoire de l'humanité et dans notre pays, c'était le judéocide. Donc il fallait quand même agir pour conserver les sources, la documentation de cet événement. Et c'est alors qu'un monsieur, Johannes Blum, s'est présenté à mon bureau avec un téléphone, avec l'annonce quasi invraisemblable qu'il avait fait 500 ou 600 interviews filmées de résistants ou survivants du judéocide. En plus, il avait fait le tour des institutions à la recherche d'aide logistique, d'aide pour stocker et, si possible, d'inventarisation et ouverture de sa collection. Tout de suite, j'ai sauté, avec l'aval de Nathan Ramet évidemment, sur l'occasion, avec comme résultat qu'à ce moment, la caserne d'Ossin à Malines, successeur du musée juif de la déportation et de la résistance, détient la collection Johannes Blum, qui totalise 100-400 interviews filmées. Et en plus, quelques 40 000 documents copiés par Johannes, des documents qui étaient en possession de la personne interviewée. Je ne dis pas que tous les 40 000 documents sont d'une valeur extraordinaire, mais néanmoins, je dirais, 15 000 sont vraiment uniques. Cette collection unique est actuellement entièrement digitalisée sur des disques DVD, parce que ce n'est que depuis 3 ans que nous avons un serveur assez puissant pour collectionner toutes ces interviews. La caserne d'Ossin va progressivement rendre accessibles ces interviews sur le serveur, dans sa salle de lecture et dans les salles de lecture des collègues en France, en Allemagne, en Pologne, en États-Unis, en Grande-Bretagne et évidemment à Yad Vashem en Israël. Cher Johannes, tu peux dire sans gêne, avec Horatius, Horace pour les francophones, Exegi monumentae annis perennis. J'ai érigé un monument pour les siècles à venir. Tu as mérité ta place à côté du chevalier Nathan Ramet et du docteur Maxime Steinberg en ce qui concerne l'histoire du judéocide. Avec Yvonne Jospin et André Guelen, 2 autres mensch, tu es le sauveur non des enfants, mais du vécu des enfants et de leur sauveur. En plus, Johannes, mis à part ton apport à l'histoire, tu es pour des centaines d'anciens l'oreille. Tu as écouté ces vécus. Des vécus qu'on pensait oubliés, sans valeur. Tu as enregistré ce qui sera pour plusieurs témoins leur seul héritage. Et je sais combien de ton temps, qui est, pour chacun de nous, limité, tu consacres aujourd'hui encore dans le suivi des anciens dont tu es parfois le seul recours. C'est vraiment un travail de bienfaisance que tu fais. À mon titre personnel, je peux ici témoigner que ton amitié m'honore. Jusqu'à la fin de ma vie, je me souviendrai des beaux moments
souvent en compagnie de moules frites, que nous avons pu vivre ensemble avec nos amis de la Résistance, David Lachman, Frans Storms, Louis van Brussel, Rick Schiffer, André Guelen, Loïke Hamerijks, Leon Reis, Max de Vries, Émile Lakatos, Feinerberg et encore d'autres. On a parfois, quand nous quittions la table, ou la réunion qui se tenait tous les 2, 3, 4 mois, avec ceux qu'on était autour de la table, ces anciens résistants, ils ont abattu entre eux une trentaine de collabos. Mais ce n'étaient pas des tueurs, c'était des sauveurs de vie. Ils ont sauvé 10 fois plus de vies qu'ils ont pris. Ils ont tellement enrichi nos vies, Johannes, nos vies, la tienne et la mienne. Nous avons pu puiser dans ce qui était leur école de la vie. Et néanmoins, du travail accompli, tu es resté toujours d'une discrétion sans faille. Johannes Blum n'est pas l'homme des selfies. Merci Anne pour avoir épaulé ton mensch. Félicitations pour le CCLJ d'avoir sorti Johannes pour quelques moments de son coin discret. Et ça vaut autant pour Judith. Cher Johannes, ton expresso t'attend toujours chez moi. Bonsoir, bonne fin d'après-midi. Alors, tout d'abord, bien évidemment, tout grand Mazal Tov, à vous, Madame Kronfeld, à toi, Johannes, je ne vois pas bien, mais voilà. Alors, je suis super honorée de venir jouer pour toi aujourd'hui, d'autant plus que, comme je te l'ai dit, jusque fin juin, je suis dans une pièce de théâtre où je joue et que je chante, qui est basée sur des témoignages récoltés justement par toi, Johannes. Sache que ton travail avec les mots de Régine émeuvent énormément les écoles et l'accueil le plus extraordinaire qu'on a vient des écoles réputées difficiles. Donc voilà encore un magnifique témoignage de ce que tu fais. Alors j'ai choisi pour toi un extrait d'un morceau qui s'appelle Shalom Aleichem, où j'ai mis quelques accords Bach, parce que Jean-Marc m'a soufflé à l'oreille que tu aimais ça. Et alors j'ai fait suivre cela d'un morceau que j'ai joué il y a des années à un concert, et qui m'a valu un magnifique email de ta part, on verra si tu t'en souviens.
Quand on lui parle de sa famille, Johannes Blum préfère parler de ses amis, et ils sont nombreux. Grâce au respect et à une confiance mutuelle, Johannes a gardé le contact avec la plupart de ses témoins. Simon Gronowski est de ceux qui sont devenus de vrais amis. Enfant, il s'est évadé du 20e convoi à destination d'Auschwitz. Aujourd'hui, il témoigne dans les écoles, souvent accompagné de Johannes Blum. Je l'invite à prendre la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, Johannes Blum est né en décembre 1942, le 23 décembre, à Salzbourg, en Autriche, d'une famille catholique. À ce moment-là, la bataille de Stalingrad battait son plein. Il est né en pleine guerre, en Autriche, mais 4 ans après l'Anschluss de 1938. Il est né là parce que ses parents, qui sont allemands, travaillaient en Autriche. Le père de Johannes était dans la Wehrmacht et sa mère était également, elle travaillait dans l'armée comme secrétaire. Donc il n'a jamais été autrichien. Johannes n'a jamais connu son père, disparu à la fin de la guerre. Il serait mort en juin 1945 dans un camp de prisonniers de guerre en Yougoslavie. Mais Johannes ne l'a jamais su exactement. Il a une petite sœur qui est née le 3 mai 1945, Barbara. Elle est donc née 4 jours avant la fin de la guerre. En 1945, Madame Blum rentre en Allemagne avec ses 2 enfants en bas âge. Et dans sa jeunesse, Johannes Blum, vers l'âge de 15-16 ans, ressent en Allemagne un malaise. Dans l'univers scolaire, dans la société de Münster, il découvre petit à petit la barbarie qui a ravagé son pays pendant plus de 10 ans. Il ressent cette atmosphère lourde d'après-guerre, ces visages fermés, ce silence, entrecoupé parfois on aurait besoin d'un petit Hitler. Mais on ne parlait pas de la guerre. C'est comme si elle n'avait pas existé. Johannes ne pouvait en parler avec personne. Il n'y avait pas de dialogue, même pas avec sa mère. Et je lis dans Regard que sa compagne Anne déclare ceci, je cite, « Les contacts avec sa mère sont devenus plus difficiles. Il voulait l'interroger pour en savoir plus, mais elle ne disait rien. » Et Hitler Siffer, que vous avez entendu tout à l'heure, qui représente la continuité des résistants juifs de Belgique, déclare elle déclare les propos que Johannes lui a donnés, lui a dit. Ce n'est pas parce que ce sont tes propres parents qu'on peut leur trouver la moindre excuse. J'attendais de ma mère au moins l'expression « Nous avons lamentablement échoué au niveau moral ». Mais il n'y a jamais eu ce discours. Je vous dirais, mesdames et messieurs, que si les parents de Johannes avaient été de vrais nazis,
Johannes n'en serait pas responsable, puisqu'il avait 2 ans et demi à la fin de la guerre. Mais ses parents n'étaient pas nazis, mais pas davantage résistants. Ils ont seulement suivi la règle générale, la ligne générale. Et à mesure que Johannes réalise cette situation, par réaction à l'esprit de droite de la génération précédente, il se découvre une âme de gauche, antifasciste, humaniste, comme tant d'autres jeunes Allemands à l'époque. Et son malaise devient une véritable révolte. D'abord à 16 ans, il consacre un travail de fin d'études secondaires à la résistance allemande. Notamment l'attentat manqué contre Hitler le 20 juillet 1944. Parce que tout à l'heure, Manuel Abramovich a bien dit qu'en Allemagne, il y avait énormément de gens qui étaient anti-hitlériens, des Allemands, juifs, catholiques, communistes. Et son malaise est si grave qu'il se rend en France en 1963. Il a donc à ce moment-là 21 ans. Il se lie d'amitié avec des Belges et découvre une autre société, une autre ambiance. Un pays qui avait été occupé par l'Allemagne et qui en gardait un mauvais souvenir. Au point que lui se sentait souvent fils de Bosch, sans qu'on ne le lui dise ouvertement. Mais il en gardera une sensibilité longtemps. Alors, n'y tenant plus, il quitte son pays. Il se condamne à un exil volontaire. Et je lis d'un regard, portant le poids d'un passé insupportable, refusant l'indifférence et la lâcheté des siens, il s'installe définitivement à Bruxelles et il devient belge. Et en Belgique, il entre rapidement dans un combat progressiste. Il rencontre des résistants, des ex-prisonniers politiques, des partisans, des brigadistes. Il est solidaire des sans-abri et des immigrés. Cela nous touche beaucoup, mesdames et messieurs. Car 98% des Juifs de Belgique sont actuellement enfants et petits-enfants d'immigrés, de réfugiés, de sans-papiers. En 87, c'est le choc de sa vie. Il rencontre 4 femmes extraordinaires. Sonia Goldman, Sarah Goldberg, Marila Michalovki et Hélène Weisberg, rescapées d'Auschwitz. Et il est marqué profondément par cette rencontre. Et le voilà directement confronté avec la question fondamentale, le judéocide. Et depuis lors, Johannes, tu consacres ta vie à la mémoire. Tu enregistres le témoignage des survivants, anciens déportés, enfants cachés, résistants juifs. Tu accomplis un travail de bénédictin dans l'ombre, avec énormément de tact, de compréhension pour les victimes. Tu écouteras aussi des rescapés du génocide rwandais, parce que tu es sensible à toutes les souffrances, toutes les douleurs. Mais c'est comme si tu voulais expier à toi seul tous les crimes hitlériens. Ça n'a pas toujours été facile, car certains témoins hésitaient à se confier, souvent n'en ayant pas la force, mais aussi parce qu'à l'époque, je me souviens des familles juives qui longtemps refusaient d'utiliser un appareil de marque allemande, radio Telefunken, aspirateur Siemens, frigo Braun
interdit. Cher Johannes, je sais combien ce prix est important pour toi et je t'en félicite. Mais il faut relativiser. Ce n'est pas le prix Nobel de la communauté de Belgique, mais d'une de ses composantes bruxelloises, certes importante, mais limitée, le CCLJ. En général, il est attribué à des juifs méritants qui ont œuvré pour le bien de leur communauté. C'est le cas de l'autre, Mensch d'aujourd'hui, Judith Kronfeld, qui le mérite ô combien et que je félicite de tout cœur. L'œuvre de Johannes Blum, c'est d'avoir créé le musée vivant de la douleur juive de la guerre. Le CCLJ a eu l'imagination, le génie, l'indépendance d'esprit d'honorer l'enfant d'une famille allemande, fils d'un soldat de la Wehrmacht. En l'honorant, le CCLJ prend le chemin de l'universel et accomplit un acte important dans la lutte contre l'antisémitisme. Quel chemin parcouru depuis quelques années. Celui qui écrivait sur le site du CCLJ il n'y a pas si longtemps que le peuple allemand est damné à jamais. Réalisait-il qu'en séparant les descendants des victimes et ceux des coupables en deux clans ennemis ad vitam aeternam, il ouvrait la porte à de nouvelles haines, de nouvelles guerres et de nouvelles souffrances pour nos enfants. A-t-il oublié, cet internaute anonyme, les mots de Bertolt Brecht? Je vais le dire en allemand. Auch der Hass gegen die Niedrigkeit versehrt die Züge. Ça veut dire la haine contre la bassesse défigure le visage. Ce qui veut dire que la haine a un masque effroyable. Et Bertolt Brecht l'a dit dans un poème qu'il avait prophétiquement intitulé en 1939 An die Nachgeborenen, à ceux qui naîtront après. Et alors, j'ai entendu tout à l'heure Alice Michalowski, qui nous a tous émus. Alice, tu te rappelles notre voyage à Auschwitz, avec 3 écoles belges. Et lors de ce voyage, j'ai rencontré 2 êtres d'exception. Ta mère, Marila, rescapée d'Auschwitz, qui a vu des horreurs, mais qui a gardé sa foi dans l'avenir et dans la vie. Et une autre héroïne de la résistance que je n'oublierai jamais. J'en profite pour lui rendre hommage. Mouchka, Amanda, Désir, Stassar, rescapés, survivants de Ravensbrück. Et alors, Alice, tu déclares cette amitié, tu déclares cela, je te cite dans le regard. Cette amitié avec Johannes Blum est un des beaux cadeaux que ma mère m'a fait. Et c'est intéressant de voir la proximité que nous pouvons avoir dans le fait de porter la Shoah comme enfant de rescapés et enfant de bourreaux. Et c'est par fidélité, permettez-moi de parler de ma mère et de ma soeur mortes à Auschwitz, de mon père mort désespéré en juillet 1945. C'est par fidélité à leur mémoire que j'ai pris dans mes bras Konrad Tinel, enfant de nazi, âgé de 6 ans 40, et même son frère, mon geôlier nazi à Malines, qui m'a imploré mon pardon. Et c'est par fidélité pour mes parents et par amitié que je prends aujourd'hui Johannes dans mes bras. Il ne faut pas séparer les hommes, il faut les rapprocher, il faut ouvrir des brèches, construire des ponts pour progresser et grandir ensemble dans un meilleur monde de paix et de respect mutuel. C'est en allant vers l'autre
que l'on trouve sa propre humanité. Et c'est ce geste magnifique et exemplaire du CCNJ aujourd'hui. Je vais demander maintenant à Gabriel de venir sur scène, qui sera ensuite rejoint par Noémie, David, leurs enfants et tous les petits-enfants de Judith Cronfeld.